Hein? Il se fait dessiner tout nu, puis elle repart avec le papier, puis elle laisse l'autre mourir au fond de la mer. C'est un maudit cap. Oui. On va aller le rejoindre. On a fini de niaiser. Son temps est plus précieux que de nous entendre dire n'importe quoi. On va aller rejoindre Christian Page. Monsieur Page, bonjour. Ben, salut. Écoutez, j'écoute vos commentaires. Arrêtez, vous allez me gêner. Ben, tant mieux, parce que c'est sincère. Sincèrement, là, vos explications concernant Adolf Hitler, c'était incroyable, comme chacune de vos apparitions dans Marceau le soir. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Partons du début, avec le naufrage du Titanic. Qu'est-ce qui est dévoilé aujourd'hui? Ben, en fait, c'est assez amusant parce que dévoiler, c'est comment recycler du vieux puis en faire du neuf, là. Donc, on se rappelle les événements historiques. Le Titanic quitte le port de Southampton en Angleterre. On est le 10 avril 1912. Et finalement, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il va frapper un iceberg au large, dans l'Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, et il va sombrer à peu près en 2h30. Donc, il frappe l'iceberg. Il est à peu près 23h30. Et puis, aux alentours de 2h, le navire disparaît sous l'eau. Donc, ça, c'est les faits historiques. Et ce que l'on savait déjà à ce moment-là, parce que, bon, après le naufrage du Titanic, faut rappeler qu'il y a eu à peu près 700 survivants, parmi lesquels il y avait un certain Bruce Ismay qui était le président de la White Star Line, donc la compagnie qui avait le Titanic, donc l'armateur du navire. Et durant l'enquête qui a suivi, ben évidemment, on a reproché toutes sortes de choses à l'armateur, parce qu'à un moment donné, Bruce Ismay, puis je pense que ça a été assez bien décrit dans des films ou dans des ouvrages, les articles de journaux qui ont parlé du Titanic, Bruce Ismay s'était un peu imposé comme le capitaine. Faut dire que le capitaine Smith, qui était le capitaine du navire, en était à sa dernière croisière. Donc, lui, après le voyage du Titanic, il prenait sa retraite. Donc, il n'a pas voulu, si on peut dire, froisser ses patrons. Donc, il s'est laissé un peu manipuler. Bruce Ismay, l'armateur, le savait. Donc, il a un peu poussé le bouchon. Donc, va plus vite, ignore les avis de iceberg, parce que, bon, le Titanic avait été informé des heures avant la catastrophe qu'il y avait des icebergs dans l'Atlantique Nord. Mais Bruce Ismay voulait tellement que son navire arrive à bon port à New York avec tout le panache qui lui était attitré. Ben là, évidemment, on a poussé un peu le bouchon. Durant l'enquête, ce que l'on a appris, c'est qu'au moment où le navire a quitté le port de Southampton, il y avait déjà un feu qui faisait rage dans les parties basses du navire, là où était entreposé le charbon. Un incendie qui brûlait depuis plusieurs jours et que les gens n'avaient pas réussi à maîtriser. Ça a été mentionné dès le début de l'enquête. Et personne n'a retenu cette histoire-là d'incendie comme étant un élément majeur. Est-ce que ce n'était quand même pas rare que dans des navires qui naviguaient avec du charbon, parce que le Titanic était son combustible premier était le charbon, c'était pas rare que des incendies se déclarent comme ça dans les cales et dans les soutes à charbon. Donc, j'irais même jusqu'à dire c'était presque normal. On avait toujours quelques petits débuts d'incendie à gauche et à droite. Dans le cas du Titanic, c'est un feu quand même qui faisait rage depuis plusieurs jours. Il quitte Southampton. Et là, ce que l'on nous raconte, on nous ressort cette histoire d'incendie en nous disant que finalement, l'affaire aurait peut-être joué un rôle plus important qu'on l'aurait cru. C'est à tout le moins ce que soutient le tenant de cette nouvelle théorie, un dénommé Shannon Maloney, qui a raconté ça dans un reportage qui a été présenté le 31 décembre dernier à la télévision britannique. Ce que lui dit, c'est que la chaleur qui régnait dans cette partie du navire aurait affecté le métal, lui aurait fait perdre de la tonicité, tant et si bien que lorsqu'il a frappé l'iceberg, le métal a mal résisté. Bon, personnellement, je suis pas un spécialiste du Titanic, quoique j'ai regardé cette histoire-là de manière assez proche. Il faut quand même se rappeler que le iceberg a déchiré une brèche de 100 mètres de long dans la carène du navire. Donc là, on parle d'une déchirure qui couvre le tiers de la longueur du Titanic. Le Titanic faisait à peu près 300 mètres de long. Et là, on parle d'une déchirure de 100 mètres. Là, c'est vraiment le tiers du navire qui s'est ouvert comme une canne de conserve. Le Titanic avait un problème, en fait, une erreur de conception, c'est que les cloisons étanches ne montaient pas jusqu'au pont supérieur. Tant et si bien que quand le nez du navire a commencé à s'enfoncer dans l'eau, on aurait pu rester à flot après 3 ou 4 compartiments étanches d'inondés.
Mais rendu au 4e, 5e, 6e, ça faisait un peu comme un vase, un peu comme des vases communicants, et l'eau se déversait dans les autres compartiments du navire. Donc, le navire était condamné. Ensuite, ce que l'on ne nous dit pas non plus dans ces articles de presse, c'est que des travaux, on sait que le Titanic a été retrouvé en 1985. C'est un scientifique américain, le Dr. Ballard, qui avait retrouvé le Titanic. Il travaillait pour la Woodhull Oceanographic Institution à l'époque. Et on avait quand même ramené à la surface des morceaux. D'abord, on a confirmé cette déchirure dans le navire avec des scans par résonance magnétique. Ce que l'on a découvert également, c'est que la brèche n'était pas en fait 100 mètres soutenue. C'était un peu comme, imaginez-vous, un code morse. Un point, une ligne, un point, une ligne, un point, une ligne. On a ça à peu près sur 100 mètres de long dans la carène du navire. Et le métal qui était ramené à la surface, on a démontré qu'il y avait également un problème avec le métal. Ce métal-là en particulier était impropre à la construction d'un navire comme le Titanic parce que l'eau froide lui faisait perdre de l'élasticité. Tant et si bien que quand l'iceberg a frappé les parois de métal du navire, le métal s'est déchiré comme de la vitre. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que à l'époque, étant donné que les navires fonctionnaient majoritairement au charbon, il y avait souvent des incendies dans la coque du navire, puis on continuait à naviguer comme si de rien n'était, puis il y avait pas de problème. Vous avez mentionné un incendie sur plusieurs jours. Moi, j'aurais paniqué, là, j'aurais pas laissé durer ça plusieurs jours. Oui, non, c'était quelque chose d'assez courant dans les navires qui naviguaient au charbon, d'avoir des incendies qui se déclenchaient à bord. Et c'est un peu pour ça qu'on a passé... évidemment, on aurait dû être plus inquiet, mais on a passé outre cette histoire-là lorsque le navire a pris la mer. Et durant la commission d'enquête qui a suivi, même les enquêteurs n'ont pas tenu bon de souligner cet élément-là dans leur rapport final. Et bien sûr, l'incendie n'a pas été retenu comme étant un élément ayant contribué à la catastrophe du Titanic. Une chose est certaine, que l'incendie ait ou non affecté la tonicité du métal, l'ouverture de cette brèche de 100 mètres de long, qui était inévitable, lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg, que quelle que soit la force du métal, c'est sûr qu'il aurait été déchiré de la même façon. Donc, une déchirure de 100 mètres de long, le navire était incendie ou non, le navire était condamné. Peu importe, là, qu'on pogne l'iceberg ou non. C'est ça. Je veux... ayant fait le tour sur le Titanic, c'est une question qui est très, très philosophique, OK? Parce que je suis un auditeur, comme je vous le mentionnais, de vos chroniques dans Marceau le soir. Et vous allez voir, c'est très, très... Cette semaine, là, en remplacement, on refait le monde, nous autres, là. Pensez-vous que, tu sais, l'histoire de l'humanité, là, elle est conforme à la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Puis on parlait tantôt d'Adolf Hitler, on parle du Titanic. Les livres d'histoire qu'on file à nos enfants, pensez-vous que c'est l'exactitude? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ah, là, ça, c'est une très, très bonne question. Bon, dans un premier temps, il faut se rappeler, et en particulier si on recule, par exemple, dans l'Antiquité, parce que très souvent, on a toutes sortes de mystères qui sont entretenus et qui datent de l'Antiquité. Il faut quand même se rappeler que les grandes bibliothèques de l'Antiquité, 80% d'entre elles ont été détruites. On pense, par exemple, à la bibliothèque de Rome, la bibliothèque d'Alexandrie et d'autres grandes bibliothèques comme ça de l'Ancien Monde. Ces bibliothèques ont disparu. Donc, on se retrouve avec des pages arrachées dans nos livres d'histoire. Et comme on a de ces pages arrachées, bien évidemment, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Moi, je pense que plus on recule dans le passé de notre histoire, plus on arrive avec des incertitudes. Et malheureusement, c'est quand même, faut quand même donner le bénéfice aux archéologues qui travaillent sur les terrains, qui essaient de reconstituer l'histoire à partir des vestiges qui en restent. Mais il ne faut pas s'étonner que périodiquement, les livres d'histoire aient besoin d'être un peu réécrits et l'histoire reformatée en fonction des nouvelles découvertes. Pour terminer, M. Page, pour que j'arrête de chercher, il est mort dans son bunker, hein, Hitler? Oui, absolument. Oui. Ce qui est un peu malheureux dans toute cette histoire-là, et je l'avais mentionné d'ailleurs dans une chronique, c'est qu'on nous dit qu'on n'a pas de preuve qu'Hitler est mort au bunker. Alors que c'est faux. En quelques jours après la mort d'Hitler, les Russes avaient transporté, parce qu'il faut se rappeler qu'on a trouvé à la sortie du bunker, dans cette fameuse fosse commune, les gens s'imaginent qu'il n'y avait que le cadavre, soi-disant brûlé d'Hitler et d'Eva Braun, ce qui n'est pas vrai. On avait une fosse qui contenait à peu près 12 cadavres. Ces cadavres-là ont été transportés dans une résidence qui était
était occupé par les Russes, et on a fait une analyse, et on a la mâchoire d'Hitler, on a un pont dedans, son médecin, son dentiste a confirmé que c'était bel et bien lui qui avait fait le pont, on a les radiographies dentaires d'Hitler, et ça, on a ça dès le mois qui suit la découverte du cadavre. Évidemment, les Russes ont gardé un peu cette information secrète, mais l'information était quand même connue, et il y a quelques années, je crois que c'est en 2012 ou 2013, des scientifiques, des spécialistes de la denturologie, si je peux dire, ont ressorti tous ces documents qui étaient au KGB, tout ça. On a refait l'expertise de ça, et il ne fait aucun doute que les radiographies, la mâchoire, l'individu qui avait été retrouvé à la sortie du bunker était bel et bien Adolf Hitler. Et là, on a un rapport médico-légal pour le prouver. Fascinant. Merci, M. Page. Ça me fait plaisir. Vous êtes de retour dans Marceau le soir? Oui, absolument. Génial. On va pas manquer ça. Merci beaucoup. Excellent. Bon après-midi. Bye-bye. C'est Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Tabarouette, ce gars là-dessus. Et même si c'est pas... machine de guerre. Même si c'est pas, parce que, tu sais, tantôt on parlait de ça dans le bureau, puis là, Laurence le propose, puis là, je dis, ouais, mais c'est pas du paranormal. Même si c'est pas du paranormal, c'est un bateau qui a coulé. Écoute, c'est une encyclopédie pareil. Mais lui, Christian, puis c'est ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est qu'il enquête sur vraiment tout ce qui... comme surtout sur quoi tu peux te poser des questions. Tu sais qu'il y a des un genre de Mythbuster, hein? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Puis ce qu'il y a de cool, c'est que Christian se rend sur place. Fait qu'il y a tellement des affaires qu'il a visité des endroits où il y avait des légendes, des ci, des ça, qu'il y aurait eu telle affaire qui s'est passée. Mettons l'exorcisme. Il a visité, puis il a réussi à parler à la personne qui a fait le film L'Exorciste, qui a été victime de l'exorcisme. Bon, et il se rend à toutes les places à chaque fois qu'il arrive des affaires. Fait que c'est malade parce que non seulement il sait de quoi il parle, mais il l'a vu aussi. Fait que quand il te raconte, il est capable de mettre en image exactement ce qu'il a vu, puis c'est ce qui est raconté. Fait que ça devient complètement fou. Puis vous devez savoir là, qu'on n'a pas dit à Christian Page que j'avais une espèce d'obsession sur la mort d'Adolf Hitler et tout ça. Lui, il nous a livré ça dans tous les détails, toute l'exactitude que vous venez d'entendre, sans feuilles, sans préparation. C'est la qualité exceptionnelle de... Il se rappelle de tout. L'heure qu'il fait avec vous autres, sauf erreur, il a fait presque pas de feuilles. Ben, il nous envoie avant, tu sais, mettons, 5 lignes qui nous dit, mettons, de quoi il va parler avec un petit résumé. Mais le reste, souvent, on dérape avant d'embarquer sur ces sujets-là, on dérape et il raconte de mémoire des histoires. Tu sais, comme, mettons, Les Enfants tueurs à Canal D. Oui. C'est lui qui a fait cette série-là, c'est lui qui a fait les entrevues. Et le 23 décembre, on avait Christian pour 2 heures, puis il était venu nous raconter des affaires par rapport au paranormal et tout, puis on a parlé de ça avant d'embarquer sur le paranormal. Et il nous a conté des histoires avec les noms, les dates, les endroits d'enfants tueurs, puis il s'en rappelait comme si c'était écrit sur un papier, mais c'était sa mémoire. Ce gars-là est une machine de guerre, carrément. OK, 670-9098.